La ville de Qaddia, perle urbaine d'Afrique de l'Ouest, brillait sous les lumières des enseignes de luxe et les moteurs rugissants des 4X4 allemands. Immeubles en verre, salons de coiffure dernière génération, galeries d'art et boîtes huppées. Qaddia était un mirage doré pour ceux qui rêvaient de réussir. C'est dans ce décor bourgeois, entre richesse ostentatoire et misère voilée, que vivait Naïma, une jeune femme de 23 ans, étudiante en communication et influenceuse montante sur les réseaux sociaux. Naïma était belle. Une beauté froide, millimétrée. Lèvres pulpeuses, peau lisse, perruques onéreuses, filtres bien dosés. Mais ce qui captivait vraiment chez elle, c'était son ambition tranchante. Elle n'avait qu'un seul objectif, sortir de la pauvreté. Elle voulait les voyages à Dubaï, les sacs Chanel, les brunchs à 40 000 francs CFA. Et pour cela, l'amour ne faisait pas partie du plan. Son petit ami, Jules, était un garçon humble. Étudiant en droit, il travaillait comme livreur les week-ends pour payer ses frais universitaires. Il aimait sincèrement Naïma. Il la regardait avec des yeux pleins d'espoir, lui écrivait des messages de motivation, parlait mariage, enfants, avenir. Mais pour Naïma, Jules était une attache du passé. Un frein. Un rappel d'un quartier populaire, de loyers impayés, de vie sans éclat. Un soir, assise dans un bar lounge chic de la ville, Naïma reçut un message de Jules. « Je sais que tu m'évites. Mais je t'aime, Naïma. Je suis prêt à tout pour te rendre heureuse. Ne me ferme pas la porte. » Elle soupira et posa son téléphone sur la table. Devant elle, un cocktail rose bonbon. Derrière elle, la nuit, les projecteurs, les visages maquillés et l'odeur du luxe. Elle leva les yeux, et c'est à ce moment-là qu'elle le vit. Malik. Un jeune homme à la peau d'ébène, chemise blanche en soie, montre en or et regard magnétique. Il s'approcha d'elle sans demander la permission. « Tu es encore plus belle en vrai que sur ton profil », dit-il d'une voix grave et posée. Naïma, surprise, sourit. « Tu me suis ? Depuis un moment. Et ce soir, j'ai décidé de me présenter. » Il s'installa en face d'elle, comme s'il avait toujours été à cette place. Malik était sûr de lui, mystérieux, et dégageait une aura envoûtante. Il ne parlait pas trop. Il écoutait, il observait. Chaque mot qu'il lâchait semblait calculé. En moins d'une heure, Naïma était conquise. « Que fais-tu dans la vie ?» Demande TL. Immobilier, import-export, et d'autres projets privés. Il évita les détails. Mais il paya l'addition sans même regarder le montant, la raccompagna dans un 4X4 blindé, et avant de la déposer devant sa résidence étudiante, il glissa un billet dans sa main. « Pour le taxi demain », dit-il en souriant. C'était 100 000 francs CFA. Naïma passa la nuit à penser à lui. À sa voix, à sa prestance, à cette façon qu'il avait de dominer la pièce sans effort. Elle pensa à Jules, puis elle le bloqua. Le lendemain, elle reçut un message de Malik. « Dîner ce soir ? Pas de bar cette fois. Je t'emmène quelque part. » Naïma accepta sans réfléchir. Il la récupéra à 19h, dans une tenue sobre mais élégante. Il portait du noir. Elle aussi. Ils roulèrent hors de Qaddia, pendant une vingtaine de minutes. Puis, ils s'enfoncèrent dans un quartier méconnu, silencieux, bordé de villas entourées de grands murs. Ils arrivèrent devant un portail en fer forgé, orné d'un symbole étrange, un cercle avec un œil au centre. « C'est ici ?» demanda TL. « Oui. C'est une réunion privée. Tu es spécial, je veux te montrer mon vrai monde. » Naïma sentit une légère hésitation en elle. Mais Malik la tenait par la main, doucement, fermement. Et derrière ce portail, elle savait qu'il y avait ce qu'elle voulait, l'argent, le pouvoir et une vie hors du commun. Le portail s'ouvrit automatiquement. Ils entrèrent. Le portail se referma derrière eux dans un silence inquiétant, comme si le monde extérieur venait de s'éteindre. La villa devant laquelle Malik et Naïma s'étaient arrêtés était immense, bâtie en pierre sombre avec des vitres teintées, encadrée de palmiers parfaitement alignés. L'intérieur semblait tout droit sorti d'un magazine de luxe, marbre au sol, œuvres d'art sur les murs, sculptures africaines revisitées dans un style avant-gardiste, et un parfum d'encens discret qui flottait dans l'air. Naïma était éblouie. Une hôtesse vêtue de blanc s'approcha pour leur souhaiter la bienvenue. Malik la présenta comme une assistante personnelle, mais elle ne dit pas un mot, se contentant d'un regard presque figé. Naïma n'y prêta pas attention. Elle était trop concentrée sur les moindres détails de la maison. « C'est chez toi ?» demanda-t-elle, les yeux brillants. « Disons que c'est une de mes résidences », répondit Malik avec un demi-sourire. Il l'invita à s'asseoir dans un salon lumineux, puis fit signe à un majordome d'apporter du champagne. Naïma se sentait comme dans un rêve. Chaque meuble valait plus que ses 2 années de frais scolaires combinés. Chaque objet semblait à sa place. Rien n'était laissé au hasard. « Tu es différente », dit Malik en lui servant un verre. « Tu n'es pas comme les autres filles que je rencontre. » Naïma rougit. Elle aimait ce qu'elle entendait. Elle voulait croire qu'elle était spéciale, qu'elle était choisie, qu'elle méritait enfin ce qu'elle voyait autour d'elle. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle. « Parce que tu as ce que les autres n'ont pas, la soif. Et ceux qui ont soif arrivent toujours plus loin. » Elle sourit, flattée. Mais derrière ces mots, Malik savait exactement ce qu'il faisait. Il nourrissait sa vanité, il plantait doucement les graines de la dépendance. Ce n'était pas l'amour qu'il cultivait, mais le contrôle.
Les jours suivants, la vie de Naïma bascula. Fini les taxis collectifs. Malik mit un chauffeur à sa disposition. Fini les petits plats au campus. Elle déjeunait désormais dans les restaurants d'hôtels 5 étoiles. Il la gâtait sans compter, vêtements de luxe, bijoux, enveloppes d'argent, et surtout, un silence doré sur son passé. Jules? Oublié. Ses amis de l'université? Éloignés. Sa mère, qui l'appelait souvent pour avoir de ses nouvelles, recevait des réponses brèves, sèches, presque froides. « Tu changes », lui avait dit sa cousine lors d'un appel vidéo. « Je grandis », répondit Naïma. « Tu devrais essayer aussi. » Mais quelque chose clochait. Lors de son 3e dîner à la villa, Naïma remarqua une pièce fermée au fond du couloir. Une porte noire avec une serrure ancienne, très différente du reste de la maison ultramoderne. En passant devant, elle avait entendu des murmures. Profounds, en langue étrangère. Et un souffle rauque, presque animal. Elle s'était figée, mais Malik l'avait appelée à ce moment-là. « Ne t'égare pas », lui dit-il doucement, un sourire calme aux lèvres. Ici, certaines portes ne s'ouvrent qu'au bon moment. Naïma rit nerveusement et le suivit. Mais cette nuit-là, dans son lit, elle repensa à cette porte. À ce son. Et un doute, léger mais réel, s'installa en elle. Quelques jours plus tard, Malik l'invita à une soirée privée très sélective. « C'est un cercle restreint, dit-il. Des gens puissants, respectés. Je veux que tu sois à mes côtés. Mais il faut respecter un dress code, tout en noir, pas de bijoux. Et pas un mot à personne. » Naïma haussa un sourcil, intriguée. « C'est quoi comme soirée? Une cérémonie? Un bal masqué ?» Malik éclata de rire, d'un rire parfaitement maîtrisé. « On célèbre la réussite, la discipline et le pouvoir. Tu verras. » Ce soir-là, ils prirent une route différente. Loin de Kadia. Plus isolée. Plus sombre. Naïma, habillée comme une princesse gothique, ne posait pas de questions. Elle voulait croire qu'elle entrait dans une société d'élite, un monde dont elle avait toujours rêvé. Elle sentait l'adrénaline monter dans ses veines, une montée de puissance. Mais au fond d'elle, une voix chuchotait. « Tu ne connais pas vraiment cet homme. » Quand ils arrivèrent, une grande bâtisse en forme de temple se dressait devant eux, dissimulée derrière une végétation luxuriante. D'autres voitures étaient déjà là. Tous les invités portaient du noir. Personne ne parlait. Juste des regards silencieux et des gestes codés. Avant d'entrer, Malik la prit par la main. « Ce que tu vas voir ce soir peut te troubler », lui dit-il d'un ton grave. « Mais si tu veux vraiment faire partie de mon monde, tu dois garder les yeux ouverts. » Naïma hocha la tête, impressionnée. Elle ne savait pas qu'en franchissant cette porte, elle s'engageait sur un chemin où il n'y aurait pas de retour. La grande porte du temple s'ouvrit sans bruit, comme aspirée par l'obscurité. Malik entra le premier, la main toujours posée sur le bas de son dos. Une douce pression, rassurante, mais aussi directrice. Elle le suivit, sans un mot. L'intérieur du temple était à la fois magnifique et inquiétant. Les murs étaient peints en noir profond, ornés de symboles ésotériques dorés. Au plafond, une immense fresque représentait un œil entouré de flammes, veillant au-dessus d'un cercle de silhouettes agenouillées. La lumière, tamisée, venait de chandelles installées dans des niches en pierre, diffusant une odeur de musc et d'encens. Ils passèrent un long couloir, puis débouchèrent dans une salle circulaire. Une vingtaine de personnes, toutes vêtues de noir, étaient déjà présentes, disposées en cercle parfait autour d'un grand socle recouvert de tissu rouge foncé. Un silence lourd régnait. Seuls les pas des nouveaux arrivants faisaient écho sur le sol de marbre. Naïma tenta de sourire, mais personne ne lui répondit. Tous avaient le visage impassible, comme sculpté dans la cire. Hommes et femmes. Jeunes et vieux. Mais dans leurs yeux, un éclat étrange, un mélange de puissance, de secret et de menace. Malik l'invita à s'asseoir à ses côtés, sur un banc bas recouvert de velours. Il ne dit rien. Il attendait, comme tous les autres. Puis, un homme entra. Vêtu d'une longue robe noire brodée de symboles rouges, le visage à moitié dissimulé sous une capuche, il s'avança jusqu'au centre du cercle. Dans ses mains, il tenait un calice doré. « Bienvenue à ceux qui regardent avec le cœur, et non avec les yeux », prononça-t-il d'une voix grave, vibrante, presque hypnotique. Naïma sursauta légèrement. Cette voix, elle semblait sortir de partout, comme si les murs eux-mêmes parlaient. « Ce soir, nous ne faisons que contempler. Le vrai don viendra plus tard. L'esprit doit d'abord s'ouvrir, se libérer, se soumettre. » Les membres du cercle baissèrent la tête en silence. Malik fit de même. Naïma, confuse, hésita, puis l'imita maladroitement. Elle ne comprenait pas. Était-ce une secte religieuse? Une fraternité? Un jeu bizarre de millionnaires? Tout cela lui semblait théâtral. Mais fascinant. Le maître de cérémonie continua à parler. Il évoqua des notions étranges, la chair qui paie pour l'esprit, l'ascension par le sacrifice, la puissance née du silence et du sang. À un moment, un jeune homme s'avança, torse nu, les yeux fermés. Il s'agenouilla devant le calice. L'homme en robe versa quelques gouttes d'un liquide noir sur son front. Le jeune homme poussa un cri bref, puis se releva, tremblant, et repartit sans un mot. Naïma sentit son cœur battre plus vite. Quelque chose clochait. Mais en se tournant vers Malik, elle vit son visage parfaitement calme. Quand la cérémonie se termina,
Tous se levèrent en silence et quittèrent la pièce dans le même ordre qu'à leur arrivée. Pas un mot, pas un regard. Une procession fantomatique. Une fois dehors, Naïma osa briser le silence. C'était quoi, ça? Une sorte d'initiation? C'était mystique? Malik la regarda un instant, son sourire revenu. Ce que tu as vu ce soir, c'est seulement l'introduction. Ce cercle est fait de gens puissants. Des décideurs. Des bâtisseurs. Ils croient en l'ordre, en la discipline, en l'échange. Mais il faut d'abord observer, avant de comprendre. Il lui caressa la joue, tendrement. Tu n'as rien à craindre. Je suis là pour te guider. Et crois-moi, ce n'est que le début. Si tu choisis de rester, tu auras tout ce que tu désires. Le confort. Naïma sourit, un peu nerveusement. Et, on doit faire quoi pour faire partie du cercle? Accepter de renoncer à l'ancien monde. Et ne jamais poser de questions quand les choses deviennent sérieuses. Le lendemain, Naïma reçut une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, une carte noire avec une simple inscription dorée. Ceci est ton invitation. Tu as été vu. Prépare-toi. Et derrière cette carte, un message manuscrit, sans signature. Le sacrifice commence toujours par un choix. Les jours qui suivirent la cérémonie furent étrangement calmes. Malik, fidèle à son image, restait parfait, attentionné, généreux, rassurant. Il appelait Naïma chaque matin, envoyait une voiture avec un bouquet de fleurs et parfois une enveloppe contenant de l'argent. Elle n'avait plus à penser à rien. Ses frais scolaires furent réglés. Son téléphone fut remplacé par un modèle dernier cri. Elle ne portait désormais que des vêtements de marque. Mais cette carte noire, elle restait sur sa table de chevet. Naïma la fixait chaque soir avant de dormir. Le sacrifice commence toujours par un choix. Cette phrase tournait en boucle dans son esprit. Un après-midi, alors qu'elle se préparait pour une sortie avec Malik, son téléphone vibra. C'était Jules. Elle hésita, puis répondit. « Naïma? T'es là? Je sais que t'as changé de vie, que t'as bloqué beaucoup de monde, mais je voulais juste savoir si tu vas bien. J'ai rêvé de toi cette nuit, poursuivit-il. Et c'était pas un rêve paisible. Il faisait noir. Et il y avait du feu. J'ai pas compris. Mais je te jure, c'était pas normal. » Naïma sentit un frisson lui parcourir la nuque. « Arrête, Jules. Tu dis n'importe quoi. Écoute, je sais que je peux rien t'offrir, mais j'ai toujours senti les choses. Et là, j'ai un mauvais pressentiment. Éloigne-toi de ce type. Je sais pas qui il est, mais j'ai fouillé un peu. Et personne ne connaît vraiment Malik. C'est comme s'il existait sans exister. » Naïma raccrocha brutalement. Ce soir-là, Malik l'invita dans une villa plus discrète, plus ancienne. Un lieu qu'il appela le refuge. Là, ils dînèrent seuls, dans un silence presque sacré. Pas de musique, pas de domestique. Juste deux. « Tu penses encore à ce que tu as vu l'autre nuit ?» demanda-t-il soudainement, sans la regarder. Un peu, avoua-t-elle. C'était étrange. Mais je veux comprendre. Malik déposa sa fourchette. Il leva les yeux vers elle. Son regard était intense, froid, presque métallique. Tu veux tout, Naïma. Le luxe. L'ascension. Le pouvoir. Je peux t'y conduire. Mais il y a des règles. Et un prix. Quel genre de prix? Il sourit. L'obéissance. Le silence. Et parfois, l'oubli de certaines choses. Elle fronça les sourcils. Tu veux que je ferme les yeux? Non. Je veux que tu ouvres les bons. Quelques jours plus tard, Naïma fut convoquée pour une cérémonie intérieure à la même villa du temple. Cette fois, elle était seule. Malik ne l'accompagnait pas. Une voiture la déposa à l'aube. Elle fut accueillie par une femme qu'elle n'avait jamais vue. Âgée, vêtue d'un pagne noir et rouge, des perles autour du cou et un regard mort. La femme lui tendit un vêtement, une longue robe noire simple. Enfile ça. Et laisse ton téléphone ici. Naïma obéit, les mains tremblantes. Puis, on l'emmena dans une pièce sombre, éclairée seulement par des bougies au sol. Au centre, un cercle tracé à la craie blanche. Et dans ce cercle, un coq noir, vivant, attaché par une patte. La femme lui tendit un bol d'eau. Bois. Et reste dans le cercle jusqu'à ce qu'on te dise de sortir. Pourquoi ce coq est là? Demanda Naïma. Mais aucune réponse. Elle entra dans le cercle. Le silence était total. Le coq la fixait. L'air était lourd, chargé. L'encens brûlait trop fort. Le sol semblait pulser sous ses pieds. Puis elle entendit des murmures. Encore. Les mêmes que dans la porte noire de la première villa. Des voix en langue ancienne, rauques, profondes. Elles semblaient venir du sol, des murs, de sa propre tête. Le coq se mit à agiter ses ailes, comme s'il ressentait quelque chose d'invisible. Une chaleur montait, étrange, suffocante. Et au milieu de cette confusion, une voix, celle du maître de cérémonie, résonna dans sa tête comme un coup de tonnerre. Si tu veux renaître, tu dois d'abord mourir à l'ignorance. Naïma s'évanouit. Quand elle se réveilla, elle était allongée dans un lit. La robe noire avait été enlevée. Elle portait une chemise blanche. Et sur sa paume, un symbole tracé en rouge, un œil ouvert. Malik était assis à côté d'elle. « Tu es prête » murmura-t-il. « Prête à quoi ?» Il l'embrassa sur le front. « À rejoindre le vrai monde. Mais avant ça, une dernière épreuve t'attend.
Depuis qu'elle s'était réveillée avec le symbole de l'œil rouge tracé sur sa main, Naïma n'était plus la même. Elle ne riait plus. Elle ne rêvait plus. Elle ne pensait plus à ses followers ni à ses selfies. Elle avait l'impression que son cœur battait ailleurs, dans un autre monde, un monde froid, immobile, silencieux, comme un tombeau doré. Malik ne l'appelait plus « ma belle ». Il l'appelait désormais « initié ». Son regard avait changé. Moins charmeur. Plus dominateur. Et pour la première fois, Naïma avait peur de lui. Un soir, alors qu'elle était seule dans la villa, une voiture noire vint la chercher. « Le cercle t'a convoqué », annonça le chauffeur, sans la regarder. Elle n'eut pas le temps de refuser. Elle savait que ce n'était pas une invitation. C'était un ordre. Ils roulèrent longtemps. Loin de Kadia, au cœur d'une forêt protégée par de grands murs. Là, au centre d'une clairière, se dressait une structure en pierre, semblable à un ancien temple abandonné. Autour, les membres du cercle étaient déjà là, tous vêtus de tuniques sombres. Le maître de cérémonie tenait une longue lame courbée. Et au centre de la scène, à genoux, se trouvait Aïssata, la meilleure amie de Naïma depuis l'université. Naïma eut un choc. « Qu'est-ce qu'elle fait là ?» cria-t-elle, s'avançant. Deux hommes l'arrêtèrent net. « Elle est ton épreuve, dit le maître. Tu as été choisi pour confirmer ton allégeance. Pour entrer dans la lumière par le sacrifice. Mais, c'est mon ami. Jay, je ne peux pas. » Malik s'approcha calmement d'elle, ses yeux vides de compassion. « Aïssata, c'est ton passé. Ton monde d'avant. Elle n'a rien à t'offrir. Tu veux tout, n'est-ce pas? Tu veux vivre comme une reine. Alors choisis. Ou tu redeviens personne. » Naïma tremblait. Aïssata la regardait avec des larmes aux yeux, mais sans comprendre ce qui se passait. Elle ne criait pas. Elle faisait confiance. Elle pensait sûrement que c'était un test, un jeu étrange. Mais Naïma savait. Une prêtresse s'approcha, tendit à Naïma la dague. « Tranche seulement un doigt, dit-elle. L'offrande sera acceptée. » Naïma sentit ses jambes se dérober. Son esprit criait de fuir. Mais son corps obéissait. Sa gorge se serra. Son cœur, lui, semblait être déjà mort. Une larme coula sur sa joue. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? » Et Naïma, dans un geste vif et désespéré, trancha le doigt de son ami, qui hurla de douleur et tomba en arrière. Le cercle entier se mit à chanter. Des mots anciens. Des mots que Naïma ne comprenait pas, mais qu'elle entendait désormais en elle. Le maître de cérémonie leva les bras. Le pacte est scellé. L'initié a sacrifié ce qui lui restait d'humain. Elle est à nous désormais. Plus tard, seule dans la villa, Naïma s'enferma dans la salle de bain. Elle se regarda dans le miroir. Son reflet semblait plus vieux. Ses yeux, plus froids. Plus creux. Elle vomit. Puis s'effondra au sol. Elle revit le visage d'Aïssata, sa douleur, sa trahison. Elle sentit son cri résonner dans sa mémoire comme une malédiction. Et pour la première fois depuis longtemps, Naïma pleura sans filtre, sans maquillage, sans mise en scène. Elle pleura la fille qu'elle avait été. Celle qui croyait qu'il suffisait d'être belle et ambitieuse pour réussir. Elle voulait fuir. Elle voulait disparaître. Mais c'était trop tard. Le passé avait été brûlé. Elle portait désormais le sceau du cercle. Elle appartenait à ce monde. Et plus jamais, elle ne pourrait revenir en arrière. Depuis l'épreuve d'Aïssata, quelque chose s'était éteint en Naïma. Son rire, sa légèreté, ses rêves de luxe, tout avait été remplacé par le silence. Le silence du choc. Le silence du sang. Elle ne parlait plus à personne. Elle obéissait. Elle s'habillait comme on lui disait. Elle mangeait ce qu'on lui apportait. Elle dormait peu. Elle rêvait souvent. Et dans ses rêves, Aïssata l'appelait, le doigt en sang, les yeux remplis de reproches. Malik, lui, semblait satisfait. « Tu progresses, disait-il. Tu deviens puissante. Bientôt, tu comprendras tout. » Mais Naïma ne voulait plus comprendre. Elle voulait partir. Elle pensa à s'enfuir. Elle alla même jusqu'à composer un message pour sa mère. Mais au moment d'appuyer sur « Envoyer », son téléphone s'éteignit brusquement. Écran noir. Comme si quelqu'un l'avait vue, de l'intérieur. Une nuit, elle fut réveillée par une main sur son épaule. C'était la prêtresse. L'heure est venue de voir le vrai visage du pouvoir. On lui banda les yeux. On l'habilla. On la fit monter dans une voiture. Elle ne dit rien. Elle savait que parler serait inutile. Après un long trajet, on la fit descendre, toujours aveugle. Le sol sous ses pieds était froid. Elle entendait l'écho de pas, de gouttes, de souffles lointains. Quand le bandeau fut retiré, elle se trouvait dans une caverne souterraine éclairée par des torchers. Des chaînes pendaient du plafond. Et au centre, un autel de pierre, maculé de sang sec. Elle recula d'un pas. Mais Malik la rattrapa. « Regarde, dit-il. C'est ça, notre vérité. » Une procession entra. 4 hommes encapuchonnés portaient un corps. Un homme vivant, bâillonné, ligoté, les yeux écarquillés par la peur. Naïma reconnut son visage. C'était l'ancien directeur de la banque où travaillait son oncle. Un homme influent. Pourquoi lui? Il a parlé, répondit Malik. Il a voulu quitter le cercle. Il a oublié que le pouvoir ne tolère pas la fuite. La prêtresse s'approcha. Elle leva un couteau. L'homme se débattit.
poussa des cris étouffés. Mais personne ne bougea. Tous regardaient. Naïma ferma les yeux. Mais Malik la força à les rouvrir. Tu dois voir. C'est la loi du sang. Celle que tu as déjà signée. Tu fais partie de ça maintenant. Elle vit la lame s'enfoncer dans le torse de l'homme. Elle vit le sang jaillir, comme une fontaine rouge. Elle vit les membres du cercle recueillir le sang dans des bols. Puis chacun en but une gorgée. Naïma faillit s'évanouir. Elle s'accrocha au mur, le souffle court. Le maître du cercle s'approcha alors d'elle. Tu es témoin. C'est ton baptême final. Ton âme est liée. Si tu parles, tu mourras. Si tu t'enfuis, tu seras retrouvé. Mais si tu restes, tu régneras. Dans la voiture du retour, Malik lui tendit une boîte. Ce sont tes clés, dit-il. Un appartement. Une voiture. Un compte approvisionné. Le cercle t'a accepté. Naïma prit la boîte. Mais ne dit rien. Elle regarda par la fenêtre, et une larme roula sur sa joue. Elle venait de vendre son âme. Ce soir-là, seule dans son nouvel appartement de luxe, Naïma alluma la télévision. Mais le bruit ne calmait pas ses pensées. Elle marcha dans le salon. Ouvrit le frigo. Tout était rempli. Tout était parfait. Mais tout lui semblait mort. Elle s'assit au sol. Et elle comprit. Elle n'était plus libre. Elle n'était plus en vie. Elle était devenue une marionnette bien habillée, piégée dans un luxe empoisonné. Et alors qu'elle fixait le plafond, une voix résonna dans sa tête, celle d'Aïssata. Tu ne peux plus revenir en arrière. Mais tu peux encore détruire le cercle. Naïma ne se posait plus de questions. Elle savait. Elle savait qu'il n'y aurait pas de retour. Elle savait que ses choix l'avaient enfermée dans une prison dorée. Et elle savait surtout que ce monde n'était plus le sien, mais qu'elle y était enchaînée à jamais. Depuis le sacrifice, le cercle avait muté. Plus silencieux. Plus agressif. Et la prêtresse, désormais investie d'une puissance plus sombre, avait un nouveau plan. Créer une armée d'initiés. Un célèbre cercle noir, comme jamais l'Afrique n'en avait connu. Chaque membre doit amener 3 nouveaux adeptes, avait-elle décrété. Le sang doit circuler. Le pouvoir doit se reproduire. Sinon, il s'éteint. Naïma reçut sa convocation. Elle n'avait plus le choix. Elle devait recruter, à son tour. Le destin, cruel, lui présenta une victime sur un plateau, Claudia, une amie de longue date, étudiante en journalisme, ambitieuse, belle, curieuse, et surtout, fascinée par le changement soudain dans la vie de Naïma. Un après-midi, alors que Naïma rentrait d'une cérémonie secrète, Claudia l'attendait devant sa résidence avec un grand sourire. « Ma Kérie, tu m'évites ou quoi? Depuis que t'as percé, tu brilles trop. Dis-moi ton secret là, faut qu'on mange ensemble. » Mais elle était piégée. Claudia venait de tendre la main sans le savoir, et le cercle exigeait du sang frais. Elle allait dîner. Naïma écouta Claudia lui raconter ses difficultés, ses dettes, ses rêves, ses frustrations. Et plus elle parlait, plus Naïma se revoyait, elle, quelques mois plus tôt. « Je suis prête à tout moi, s'il y a une opportunité. T'as pas une connexion? Un gars? Un réseau? Je sens que t'es dans un truc propre et solide. » Naïma ne répondit pas. Mais son regard avait déjà cédé. Quelques jours plus tard, Claudia fut invitée à une soirée spéciale. Maintenant, c'est à vous. Bulle de pensée, Naïma va-t-elle continuer à recruter pour survivre? Bulle de pensée, ou trouvera-t-elle une ultime manière de se libérer sans tomber plus bas? C'est Claudia, va-t-elle découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard? Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous suivez, pour qu'on vous salue dans le prochain épisode. Et surtout, dites-nous, Naïma est-elle déjà morte intérieurement? Ou peut-elle encore échapper à l'ombre, dans la saison 2?